Bonsoir et merci à vous d'être à nouveau parmi nous ce soir pour notre dernière webconférence du MOOC. Donc, webconférence dans le cadre du thème Impact d'un myélome multiple sur la vie relationnelle, avec comme thème choisi ce soir Alliance proche aidant malade, comment tenir dans la durée. Nous avons le plaisir ce soir d'avoir Karen Kraeuter avec nous, notre oncopsychologue qui nous aide depuis très longtemps et qui nous accompagne à la F3M. Maryse, qui est aussi donc bénévole à la F3M, qui fera son témoignage tout à l'heure pour vous expliquer son rôle d'aidante. Samuel, qui est malade du myélome multiple, et puis malade tout court ce soir d'ailleurs, qui tient une bonne crève, mais qui a absolument voulu quand même témoigner, et je le remercie puisqu'il est vraiment pas très en forme. Et puis, bien sûr, toujours Audrey, qui nous aide pour tous les ordis ensorcelés et qui va vous présenter ce soir encore notre plateforme Mielonet. C'est ça. Vas-y, Audrey. Merci beaucoup Sophie et on fait un tout petit rappel du chat, mais bon, vous êtes des bons élèves, vous savez déjà comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à nous dire bonsoir et votre localité, et n'oubliez pas que le chat, donc c'est pour blablater entre vous, pour dire s'il y a des soucis techniques, comme ça je peux voir et je peux intervenir, et de mettre les questions qui seront posées donc plus tard à Karen, Maryse et Samuel dans l'onglet questions pour qu'on puisse mieux les identifier. Donc ça, c'est déjà la première partie. Et donc, on a la plateforme Mielonet. Donc, si vous n'êtes toujours pas inscrit, comment s'inscrire? C'est très, très simple. Il faut avoir un compte sur live3m.org, sachant que c'est entièrement gratuit. Et du coup, vous pouvez accéder, donc là, en suivant les flèches, à ces deux endroits-là. Et on vous demandera un identifiant. Donc, votre identifiant ne doit pas être votre adresse mail ni votre numéro de sécurité sociale. Enfin, voilà, vous mettez, je sais pas, le prénom ou le surnom que vos petits-enfants vous donnent, votre surnom dans la vie, enfin, peu importe, mettez ces choses-là et bah, du coup, si vous êtes proche, malade, et bah, vous aurez plein de cours à votre disposition. Alors, c'est sous forme de cours, mais vous y accédez bah, comme vous voulez. Il y a plein de thématiques différentes et il est encore tutoré jusqu'à la fin de cette semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tutoré? C'est qu'il y a des tuteurs donc, qui sont des proches, des malades, qui sont là pour répondre à vos commentaires, à vos questions. Après, le MOOC est ouvert toute l'année. C'est juste qu'il est tutoré donc pendant deux périodes dans l'année. Donc, n'hésitez pas à en profiter encore pour discuter avec les tuteurs. Et on a, hop, ça y est, on a 431 inscrits et 11 tuteurs qui sont à votre disposition. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, je laisse la parole à Sophie. Une petite précision sur ce que vient de dire Audrey. Une fois que vous aurez mis votre mot de passe, c'est pas la peine de le noter derrière l'oreille du chien ou dans le creux de votre main. C'est vous rentrez votre mot de passe une fois pour toutes. Il n'y a Non? pas de mot de passe en fait. C'est qu'on demande Oui, enfin vraiment juste l'identifiant. l'identifiant. Et il y a même pas de mot de passe, L'identifiant. on vous en demande pas. Il n'y a même pas besoin de l'écrire. Voilà. Donc même l'identifiant, vous le rentrez une fois pour toutes et C'est on ça. ne vous le redemandera pas. Merci Tout se fait Audrey. automatiquement. Il faut juste à chaque fois que vous passiez par la f3m.org. C'est tout. Voilà, donc je vais laisser Karen se présenter. Oui, bah écoutez, bonsoir à tous. Certains me connaissent peut-être déjà, puisque en parlant d'alliance et de partenariat, je suis un partenaire fidèle de la F3M. Et donc, je suis très heureuse cette fois encore de participer à cette webconférence sur l'impact du myélome multiple sur les relations avec nos proches. Et effectivement, de venir un petit peu amener mon éclairage professionnel, donc au psychologue, sur ces questions de comment on fait pour rester liés, comment on fait pour rester des partenaires et pour avancer ensemble
alors que effectivement tout ça s'inscrit dans la durée. Donc voilà, bah, je serai avec vous ce soir et pour vous donner peut-être quelques outils, quelques éclairages, mais aussi pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Karen. On va maintenant donner la parole à Samuel. Samuel, donc si tu veux te présenter rapidement et puis nous expliquer donc un petit peu ta vie de malade au sein de ta famille et de tes proches. Merci. Donc, je suis Samuel. Je suis un peu un jeune patient depuis octobre 2021. Bon, rapidement, là, je suis sorti de la première phase en août 2022. Après, voilà, 2 aplasies, un séjour en réa et puis la reconstruction où mon épouse, qui est mon aidante au quotidien, était là tout le temps. Et en tant que besoin, en fait, c'est dans les moments physiquement difficiles, même si je l'ai sentie impuissante, en fait, je crois que c'est ça, c'est la présence qui est le plus important. Voilà, de mon épouse et aussi de mon entourage proche de mes enfants. Moi, j'en ai 3 et tout ça, ça forme mon pilier. Et quand j'ai commencé à me reconstruire, en fait, je me suis très vite demandé comment effectivement on peut tenir sur le long terme. Quand je tombe là comme ça malade, où mon épouse doit être là, quand ça va mieux, mais que j'ai encore de la fatigue. Et je me suis et j'ai toujours été très ouvert par rapport à ma maladie, sur mon aidant, et aussi parce que j'ai 51 ans, donc je travaille, j'ai repris à plein temps mon travail par nécessité, j'ai des amis, et en fait la vie quotidienne, pour qu'elle soit quand même agréable et positive, je me suis dit, bah, des fois, alors quand ça va pas, je sais qu'elle est là, mais des fois, je me suis dit, des fois, j'ai envie de dire, allez, ça va, même si je suis fatigué, c'est pas forcément vrai. Et ce petit mensonge m'a toujours un peu embêté avec mon entourage. Et Karen en reparlera parce que on a croisé une psychiatre parce que notre petite fille de 12 ans est suivie par une psychiatre parce que c'est une épreuve pour elle. Et elle m'a expliqué que c'était quand même, c'était pas négatif et que c'était une façon de se protéger aussi et de protéger la vie autour de nous et sans être dupe en fait. Voilà, on peut se dire, voilà, je suis fatigué, j'ai des douleurs, mais il faut pas en parler tous les jours. Donc ça, c'est une des choses que j'ai cultivées dès le début. Et parce que dès le début, bon, moi je suis encore sportif, et dès le début, j'ai demandé à mon épouse tous les jours de m'emmener dans la campagne, dans les bois pour faire quelques pas. Et puis les infirmières de raptation m'ont poussé aussi à ça. Et ça, c'était important, même si j'allais pas bien. Et ça m'a vraiment permis j'ai pas une vie normale, mais de revivre des choses que j'aime et des sensations que j'aime. Et ça, c'est très important et j'étais content. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu verras, la course à pied, t'en auras marre, tu voudras plus. Et j'ai retrouvé ce plaisir et moi, ça me fait vivre. Et, et, et c'est grâce à mon pilier derrière. Et alors, il y a une autre chose, je trouve, dans les choses importantes, je trouve, qui me fait du bien, c'est qu'on arrive quand même à rigoler. Et alors, depuis qu'on est sorti, évidemment, elle rigolait pas trop quand j'étais en réa, mais depuis, on fait de l'humour. Là, on lisait, je disais
à Sophie, on lisait le menu et du coup, j'appelais mon épouse ma partenaire. Et ouais, alors j'ai dit, allez, on fait un check partenaire. Elle me disait, ouais, c'est un peu dans le même sens. Et on rigole aussi. Voilà, on rigole du myélome, on rigole, voilà, on rigole de la récidive, on rigole, on arrive à rigoler de la mort. Et ça, c'est important entre nous deux, quoi. Alors évidemment, c'est pas dans les soirées qu'on fait ça, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait vraiment du bien, voilà, d'arriver à avoir de l'humour par rapport à ça. Et alors maintenant, les difficultés, eh ben, il y a les disputes. Et en fait, il n'y a rien à faire. Là, j'ai pas de solution. Enfin, on reste un couple. Alors, c'est plus compliqué pour nous parce on est obligé d'être dans la vie active. On a des enfants et il y a forcément voilà, des conflits et des disputes. Moi, personnellement, je le fuis. Et ça nous a fait du bien de parler à cette psychiatre. Et peut-être voilà, peut-être qu'il faudra enfin, j'aimerais peut-être reparler avec d'autres psychologues ou psychiatres ils nous soignent pas, mais j'aime bien l'éclairage qu'ils nous donnent parce qu'on réfléchit et tout, et c'est important, voilà, parce il y a aussi beaucoup de silence. Euh, Parce que moi, je supporte pas. En fait, et ça, je pense que mon épouse, elle est formidable, hein, et je l'adore, mais elle comprend pas en fait. Je supporte plus je supporte aucune tension, et ça, ça, c'est quand même difficile. Et ouais, donc voilà. Et puis bon, il y a les divergences. Voilà, des divergences. Alors des fois, c'est tout bête, hein. Euh, Moi, je fais beaucoup de télétravail maintenant. J'ai de la chance. Des fois, elle me dit, alors elle, quand on fait du télétravail, dès qu'elle fait une pause, elle fait un coup de balai, un coup de ménage, un coup de vaisselle. Puis elle me dit, ah, mon chéri, quand tu es en télétravail, ça serait bien quand tu fasses ta pause. Voilà, tu t'enchaînes un peu, quoi. Et je dis, mais je suis en télétravail parce que je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué. Donc, quand je fais une pause, c'est pour m'allonger. Et je peux pas, c'est pas la vie d'avant, en fait. Même quand j'ai l'air bien, en fait. C'est pas la vie d'avant. Donc, voilà. Euh, c'est, donc, pour ça, en fait, je fuis, je fuis quand même par le silence. C'est le, c'est le seul moyen que j'ai, en fait. Euh, Voilà. En même temps, ce myélome-là, j'ai été suivi pendant 1 an et demi par la psychologue qui était à l'UMA à Reims. Et on se voyait 2 fois par semaine. Et, et elle m'a dit à la fin, parce que j'avais des valises à poser, et elle m'a dit à la fin, vous avez quand même, ça vous a apporté quand même beaucoup de choses. Et ça a resserré complètement notre noyau familial. Alors, avec les deux grands, parce qu'ils sont adultes, hein, 23 et 18 ans. Et la petite, c'est difficile. En 2021, elle avait 11 ans, quoi. Donc, la petite, c'est autre chose. Mais c'est vrai que ça a extrêmement soudé notre amour. Ça a extrêmement soudé notre amour. Et moi, je suis fatigué, donc je suis quelque chose de plus posé. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ce témoignage sera. Merci beaucoup, Samuel. C'est vraiment un témoignage très, très intéressant et très humain, forcément. Karen, est-ce que tu peux analyser un petit peu les Alors, propos merci à Samuel parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, Samuel, dans votre témoignage, en fait, hein. Beaucoup de choses essentielles à la fois sur les difficultés, sur les ressources, sur voilà ce que ça apporte et ce que ça coûte. Je trouve que c'est très, très riche et très représentatif, en fait, parce que effectivement,
J'accompagne depuis 27 ans des patients. Donc des témoignages, j'en entends, et je peux vous dire que votre témoignage, il est essentiel, parce que je trouve que vous avez évoqué des choses que nous sommes nombreux à partager quand nous sommes malades ou proches. Je pense que ça a parlé à pas mal de monde, et de manière très très simple, très transparente. Donc je vous remercie pour ça. Vous m'avez un petit peu interpellée, et j'adorerais échanger avec vous sur cette question. On aura peut-être l'occasion tous les deux de le faire. En tout cas, là, par rapport au rôle que j'ai ce soir, je vais partir un petit peu de ce que vous avez évoqué pour amener mon regard de soignante. Alors d'abord, ce myélome multiple, comme je le dis souvent, c'est vraiment une course de fond. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect extrêmement violent qui nous met dans l'urgence, que ce soit au moment des annonces ou au moment, comme vous parlez, des traitements aigus, de la réanimation, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans une course de fond. Dans ces moments-là, on est vraiment dans la gestion de l'intensité et de l'urgence. Mais effectivement, très rapidement et sur des longues périodes, on attaque des courses de fond, c'est-à-dire qu'on aborde des périodes où le myélome multiple est extrêmement présent. Mais au quotidien, il va falloir vivre avec sur une longue période. Donc, c'est un peu, comme je dis souvent aux patients, c'est qu'il faut se préparer à cette course de fond comme quand on est un sportif de fond, en fait. Donc, c'est une stratégie psychologique et relationnelle particulière de l'aborder comme ça. Ce qu'on constate, c'est que ça met les relations à l'épreuve, le myélome multiple, et la maladie est grave, de façon générale. À la fois, ça fragilise, ça teste, et puis ça peut renforcer, c'est important que vous le disiez, Samuel, mais en tout cas, ça met les liens à l'épreuve, parfois tellement à l'épreuve que des couples, en dépit de l'amour qui se porte et de la situation du myélome multiple, ont beaucoup de mal, en fait, à vous évoquer certains conflits, etc. Pour certains couples, effectivement, c'est extrêmement problématique. Ils ont besoin d'aide pour pouvoir trouver un moyen d'avancer ensemble. Alors, du point de vue, vous avez déjà donné pas mal d'éléments, mais du point de vue du patient, c'est déjà dur, en fait. On dit tenir dans la durée. En fait, sans parler de relations et de partenariat, pour le patient lui-même, c'est déjà dur à son niveau de tenir dans la durée. Parce que l'angoisse, des moments de déprime, voire de dépression, la fatigue, les douleurs, la perte de capacité, l'incertitude avec laquelle on doit vivre, une vie qui est totalement transformée, bouleversée, les aléas qui sont liés à la maladie et au traitement. C'est-à-dire que déjà, à notre niveau de patient, c'est déjà un enjeu considérable de tenir dans la durée. Donc, quand après, il faut multiplier les acteurs et tenir dans la durée avec ses proches, évidemment, on comprend la complexité. Et du coup, être accompagné, c'est essentiel. Vous le dites bien, Samuel. Être accompagné, ça fait toute la différence. Et vous parlez de votre épouse comme étant un pilier, que juste sa présence, même si elle était impuissante à vous aider concrètement à certains moments, juste sa présence a fait toute la différence. Mais en fait, être accompagné, c'est essentiel, mais c'est pas toujours facile et c'est pas toujours une évidence, ni d'être accompagné, ni d'accompagner. Et vous avez, pour une raison déjà à la base, c'est qu'il y a des choses qui sont totalement incommunicables. C'est-à-dire que quand on vit la maladie grave, et notamment le myélome multiple, qu'on le vit physiquement, qu'on le vit psychiquement, il y a des choses que les autres, même aimants, même patients, même empathiques, ne peuvent absolument pas comprendre et mesurer. Donc, en fait, il y a une incommunicabilité, en fait, dans le vécu de la maladie. Donc, c'est la limite dont vous parlez, Samuel, en disant que parfois, il n'y a plus que le silence parce que, en fait, il y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à essayer de partager. À un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas forcément compris, qui ne circule pas, vos besoins sont pas forcément clairement identifiés. Et on peut pas blâmer l'entourage pour ça parce que c'est très compliqué. Et puis surtout, en tant que patient, nos besoins, ils sont changeants et possiblement contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin d'être reconnu dans nos fragilités, mais aussi on a besoin d'être reconnu comme étant un être capable, qui n'est pas limité à sa maladie. Et ça, c'est variable dans le temps. Est-ce que c'est pas compliqué pour les proches de savoir quand il faut nous protéger et nous comprendre, et quand, au contraire, il faut considérer qu'on n'est pas notre maladie et nous demander ce qu'on nous aurait demandé si on n'était pas malade. Et ça, c'est difficile parce que nous-mêmes, on a des besoins contradictoires et des émotions et des sentiments extrêmement variables. D'ailleurs, nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches, en tant que patients, on peut passer par des sentiments de reconnaissance, de culpabilité,
On peut aussi ressentir de l'injustice, de la colère, ressentir de l'incompréhension. C'est-à-dire qu'on peut nourrir tous les sentiments positifs et négatifs à l'égard de nos proches. Et tout ça, ça n'enlève en rien au sentiment d'affection qu'on a pour eux. Mais ça fait partie, si vous voulez, on passe par des choses très différentes et parfois très contrastées. Et puis, il faut dire qu'en tant que patient, dans la relation à l'autre, vis-à-vis des proches, alors il y a les proches et les dents, qui est comme votre épouse ou vos enfants qui sont très proches. Après, on a les proches un petit peu plus à distance. Mais de façon générale, vivre une telle maladie et avoir les besoins qu'on a en tant que malade, c'est parfois être déçu par les autres. On peut être déçu par des entourages moins proches, socialement, par des collègues, des amis, etc. Mais on peut aussi être déçu par les proches parce que parfois ils vont être maladroits, parce qu'ils vont pas avoir les bons mots, les bons comportements. Ils peuvent être distants, ils peuvent même être angoissés, ils peuvent être trop exigeants, ils peuvent avoir des maladresses verbales. J'ai une patiente qui me disait, son mari lui dit « fais pas ta malade ». Donc, effectivement, à un moment donné, si vous voulez, le fais pas ta malade, bon, ça peut être mal vécu, quoi. C'est que, bon, quelque part, on se dit, non, mais quand même, là, il y a un petit déni de réalité. Au-delà de faire sa malade, on est quand même malade. Voilà, on n'est pas qu'un malade, mais enfin, on est quand même malade. Et puis, pourquoi ça peut devenir compliqué dans la relation, dans ce partenariat avec les dents? D'abord parce que avec le myélome multiple, avant de recommencer à bosser quand c'est possible, si on rebosse ou qu'on reprend des activités, on est beaucoup plus ensemble, il y a beaucoup plus de proximité, de promiscuité même, je dirais. Et que pour certains couples, franchement, c'était pas forcément le fonctionnement, et que de manière mécanique, se retrouver quasiment beaucoup plus isolé, en ayant moins de vie sociale et beaucoup plus dans l'entre-soi avec son partenaire, ça peut être franchement un challenge. Et même sans avoir le myélome multiple, seulement par exemple dans la situation de retraite, on peut déjà vivre des situations particulièrement tendues et compliquées. Donc ça, je dirais que mécaniquement, ça peut être difficile. Et puis comme c'est notre aidant qui est là, c'est lui qui prend. Ça, là, clairement, suivant les émotions qu'on a, forcément, c'est lui qui accueille, même si c'est pas personnel. Donc, il va falloir trouver un nouvel équilibre ensemble, et ça, c'est pas une évidence. Donc, voilà, c'est un peu un travail. Et puis, il peut y avoir chez le patient des comportements que j'identifierais sans être dans un aspect péjoratif, problématiques pour le partenariat. Qu'est-ce qui, chez le patient, peut être problématique pour le partenariat avec les proches et avec les dents? Eh ben, un patient, il peut, parce qu'il y a des choses incommunicables, s'isoler, par exemple. Ne pas communiquer, ne pas exprimer ses besoins, ne pas s'exprimer. Il peut aussi culpabiliser l'autre, plus ou moins consciemment. Il peut aussi, j'entendais tout à l'heure, je vous entendais en parler, se mettre un peu en danger, c'est-à-dire quelque part se mettre dans des situations qui vont inquiéter les dents. Et les dents seraient impuissants éventuellement à gérer la situation. Il peut aussi renoncer à faire des efforts, c'est-à-dire que parfois découragé, le patient ne peut ne plus avoir ni la force ni l'envie de nourrir les efforts de partenariat. Je veux dire, humainement, ça s'entend, mais c'est vrai que ça peut être un frein, en fait, à ce que ce partenariat se poursuive harmonieusement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais peut-être avancer comme élément sur en quoi ça peut être compliqué et que c'est pas forcément évident, notamment du point de vue du patient, de faire alliance toujours de manière qualitative avec son entourage. Merci beaucoup, Karen. Je vais maintenant passer, j'aurai l'occasion de poser quelques questions après. Je vois d'ailleurs qu'il y en a un petit peu, mais on verra ça après. Je vais laisser la parole à Maryse qui va se présenter et puis nous expliquer ce que c'est que la vie d'un proche aidant. Vas-y, Maryse. Bonsoir à tous. Voilà, je suis Maryse Garzia et je suis effectivement dans mon vécu personnel par rapport au thème de la webconf de ce soir. Je vis deux expériences qui sont différentes puisque je suis proche de deux malades, dont ma maman qui est diagnostiquée d'un myélome multiple depuis 2016. Et mon conjoint qui lui reste sous surveillance avec des analyses régulières à faire, voilà, depuis quelques années pour une gammapathie. Donc voilà un peu pour ma présentation en tant que proche. Ce que j'attends de l'autre et des proches et pour le malade également,
Eh bien, personnellement, mon vrai et profond désir, c'est quand même ce qui reste dans l'absolu pour moi, que les malades aillent le mieux possible. Et je pense que je ne dois pas être la seule. Tous les aidants, c'est leur désir le plus intime. Et je souhaite également qu'ils aient un minimum d'autonomie pour que naturellement, nous, on puisse continuer le chemin à côté d'eux et non pas qu'on ait à les porter de façon à ce que l'on n'ait plus de possibilité de le faire parce qu'on est soit épuisé, soit parce qu'ils ne supportent pas leurs soins. Voilà, donc ça, c'est le désir que nous, on a en tant que proches pour nos aidants, qu'ils souffrent également, qu'il y ait le moins possible de souffrance dans le parcours de soins. Et pour moi-même, je dirais que ce que j'attends, enfin, ce que je souhaite au plus profond de moi, écoutez, je doute que je puisse, je doute de pouvoir répondre tout le temps aux attentes, et je souhaiterais naturellement avoir la force physique d'accompagner, bon, ben là, en l'occurrence, ma maman ou mon conjoint, avec le long terme, hein, puisque ce soir, c'est ce dont on parle, dans le long terme, bien sûr. Parce que c'est vrai que quand on démarre la maladie et qu'on est proche, le questionnement se pose peut-être un peu moins. On a tendance à foncer, c'est ce que j'ai vécu, et on se pose pas de questions, voilà. Donc là maintenant, peut-être qu'avec le recul, j'arrive à me poser un petit peu plus de questions et puis à mesurer tout ça. Dans les difficultés que l'on peut rencontrer, que je peux rencontrer avec la gestion commune de la maladie, aussi bien dans la communication que dans l'adaptation avec la vie du myélome, je dirais que il y a bien sûr pour les deux vécus me concernant, il y a d'abord celui d'avoir une vie peut-être un petit peu trop rythmée, un petit peu trop musclée par toutes les analyses, je dirais, entre autres tous ces examens effectués, les rendez-vous chez l'hémato, sans oublier les traitements du myélome multiple. Et je dirais que sans que l'on puisse faire autrement que de subir en fait cet emploi du temps qui donne l'impression que on est un peu prisonnier de tout ça par cet aspect chronique de la maladie du myélome qui ne guérit pas. D'où peut-être, il faut oser le dire, hein, en tant qu'aidant, une lassitude qui vient s'installer peu à peu, voire une fatigue aussi bien physique que psychique. Et cela, même si on est du genre à se dire, ben, faut toujours avancer, faut pas baisser les bras, voilà. Dans la durée, bon, ben, 17 ans en l'occurrence pour ma maman, même si le malade, lui, est également du genre à avoir un esprit de résilience assez bien développé, comme ma maman l'a toujours eu, ben, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà, se laisser surprendre par la fatigue et la lassitude. Et je dirais qu'à ce moment-là, je lirais bien le mot temps, je le lirais bien synonyme d'usure au sens large pour le malade et pour les dents, en ce qui me concerne, hein. Quand par exemple il apparaît des défaillances dans l'état général, des effets indésirables plus compliqués dans le traitement de la malade et qui peuvent être également invalidants dans l'autonomie. Donc naturellement, le fait que j'ose le dire, oser le dire n'enlève rien à mon attachement pour la personne que j'accompagne, en l'occurrence pour la malade. De quoi a-t-on besoin? Je dirais que le besoin, il est plutôt dans le relationnel, le moral. C'est ce que je pense personnellement, dans l'écoute, bref, dans l'humain. Et cela, même quand on va chez le médecin, le besoin d'avoir un bon échange est important pour se sentir mieux. Et même pour le proche aidant, aussi bien pour le malade que pour le proche aidant, c'est un moment important. Et quand on s'en va d'un entretien où ça s'est bien passé au niveau relationnel, il y a eu de l'écoute,
bien on se sent, c'est bizarre à dire, mais on se sent mieux, on appréhende mieux les événements et la suite. Après, je dirais que malheureusement, les besoins matériels sont plus difficiles à satisfaire en dehors des organismes d'aide à domicile, hein, qui peuvent venir au domicile pour aider, parce que l'aide continue, elle est pratiquement, faut le dire, impossible. Alors, il faut s'organiser comme on peut. Quand on a une famille sur laquelle on peut compter, avec qui on peut communiquer, bon, ben c'est bien. C'est bien parce qu'on peut déléguer. On peut dire, bon, bah, une personne de faire une autre chose ou oser le dire, voilà, pour déjà ne pas tout porter. Bon, bah, par exemple, chez nous, on se répartit les courses à faire. Chacun, une semaine, nous sommes 3, donc on a chacun notre tour de rôle. Et en plus, on se sent moins seul à vivre la chose. Voilà. Et ça nous entraîne, oui, à nous donner des nouvelles, en fait. Le fait de faire simplement les courses. En général, moi, j'ai tendance à culpabiliser de ne pas toujours être présente ou opérationnelle dans les moments les plus compliqués, comme par exemple après une chute où ma maman s'était fait très mal. Après, elle était restée longtemps sur un fauteuil roulant. Donc, il y a des moments plus compliqués. On ne peut pas toujours être opérationnel. Je continuerai en disant que pour communiquer, qu'est-ce que j'ai pu trouver comme moyen pour essayer de dépasser ces difficultés? Alors, il y a pas, par rapport à ce que je peux penser, il n'y a pas de recette miracle. Je n'en ai pas trouvé. Je dirais que chacun fait comme il peut. Maintenant, avec un petit peu de recul, j'arrive à dédramatiser, chose qui est pas toujours facile au début. Je pense que la notion de plaisir, j'ai réussi à l'intégrer. Elle est intéressante, comme disait Samuel, aussi bien pour le malade que pour les dents. C'est bien quand il y a des rassemblements, par exemple, aussi autour d'un malade, même si on peut pas faire de grands rassemblements, faire des petits rassemblements, simplement, voilà, un jour pour fêter un anniversaire. On n'est pas des robots et il faut qu'on tienne dans le long terme. Je m'efforce aussi un peu comme un mode opératoire avec les années. Au début de la maladie, comme je disais, je fonçais et puis je faisais peut-être pas attention à ça. Je voulais toujours être omniprésente, soit par téléphone, soit en présentiel. Mais j'essaie aussi de marquer des pauses. Je m'impose ça. Si je vois que j'oublie de le faire, j'essaie vraiment de le faire parce que c'est important. Je me dis la route est longue et pour moi, c'est une façon d'avoir des haltes et pratiquement, c'est inévitable pour se permettre de créer nos limites. Sinon, on a plutôt des difficultés à arriver à se créer nos limites. Quand on est aidant, on veut toujours être absorbé, faire tout ce qu'il faut de bien pour son malade. Dans les moyens connus qui peuvent nous aider, moi je dirais que tout simplement, il peut y avoir aussi, c'est bête à dire, mais l'utilisation du taxi. Le taxi que l'on va prendre, ce fameux taxi qui peut être prescrit par les médecins et puis dont on pourrait dire: «Oh bah, je peux l'accompagner moi, c'est bon, je prends la voiture». Bon ben, moi je vis ce moment quand on prend le taxi pour un moment où je fais rien. Voilà, je conduis pas, je vais pas stationner, je vais pas m'embêter à trouver une place. Je vais me laisser porter pendant un moment, je vais même si j'ai envie de fermer les yeux 5 minutes pendant le long de la route, voilà, je vais le faire. C'est des petites choses matérielles, mais qui permettent à long terme de mieux tenir, d'être, ben oui, un petit peu plus, détendu, je dirais. En ce qui nous concerne, voilà, on essaye pour, notre cas de garder un minimum de liens familiaux. Et c'est vrai que c'est quand même appréciable après coup. Il peut y avoir, comme le disait Samuel aussi, ben voilà, des moments où on va rire, des moments où il va y avoir des câlins, où il peut y avoir les petits qui vont venir, voilà, pour un bon repas ou pour autour d'un bon gâteau, des choses simples de la vie. Et ces moments où on va rire, où on va avoir du plaisir et on va partager, bah, c'est des moments où on va oublier la maladie pendant un moment et puis on va se rendre compte que finalement, bah, la vie est là, quoi. La vie, elle est là. Il y a quelque chose aussi qui peut casser ce planning du parcours de soins et qui peut nous permettre d'avoir cette bouffée d'oxygène en ce qui me concerne avec les autres personnes présentes. C'est aussi la communication spontanée, justement quand, on va se rencontrer pendant ces fêtes de famille et le moral va
le moral va être important et se sentir en groupe, c'est comme si l'on récupérait une force nouvelle. C'est comme si on se faisait, c'est des images un peu tout ça, mais c'est comme si on prenait une petite dose, une dose de quelque chose qui va nous permettre pendant quelque temps de se sentir mieux et de récupérer des forces à tout niveau. Et je terminerai en disant que ce que je pourrais dire sur cette idée de poursuivre la communication malgré et avec le temps, c'est que je ne parle pas toujours du sujet de la maladie. J'essaie, comme tout à l'heure on l'a abordé Karen très, très justement, et puis comme le disait aussi Samuel quand il disait se taire, je disais que parce que je choisis d'avoir moi aussi des besoins, et de ne pas toujours parler de la maladie, de ne pas en parler, pour qu'on puisse tenir dans la durée. C'est comme des moments de récupération et se retrouver soi-même en fait. Parce que en tant qu'aidant, on a besoin, j'ai besoin, moi aussi, d'être écouté. J'ai des choses à faire comprendre et à dire ce que je ressens. C'est bien de le dire et de permettre voilà, que j'ai des moments pour cela et pour les partager. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Merci Maryse pour ton magnifique témoignage. Karen, je te passe la parole pour analyser un peu les propos de Maryse. Oui, bah merci à Maryse une nouvelle fois d'avoir partagé avec beaucoup d'humanité son vécu, je dirais doublement d'aidante, parce que là on est dans une situation particulière où effectivement sa maman et son conjoint sont concernés par des problèmes de santé et que voilà. Donc là, je dirais que là, bon, c'est une situation encore plus, voilà, peut-être plus complexe à certains niveaux. Donc merci de témoigner effectivement à la fois de difficultés, mais aussi de moments de lumière et de moments d'apaisement dans ces parcours. Alors pour revenir plus spécifiquement sur le vécu des aidants, en fait, d'abord se rappeler, et d'ailleurs Maryse disait que c'était légitime que le besoin des aidants soit entendu, que le myélome multiple, en fait, il ne fait pas qu'une victime. Le myélome multiple, principalement, il fait comme victime le malade, mais les proches et, a fortiori, l'aidant le plus proche est victime aussi du myélome. C'est-à-dire que quand on parlait d'alliance et de partenariat, c'est que pour le coup, on est sur le même bateau dans la tempête, c'est le même bateau. Hein. Pour le coup, on n'est pas à côté, derrière. Voilà, je dirais que l'aidant est aussi victime de la situation. Hein. Alors pareil, chez l'aidant, les sentiments peuvent être très contradictoires et c'est totalement humain hein, dans le cadre de ce partenariat. On pourrait se dire oui, il faut tout le temps être présent. D'ailleurs, on a pas mal d'injonctions et d'ailleurs elle en parle, hein, Maryse, de ce qu'on se dit. Il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on tienne dans la durée, il faut. Et en fait, évidemment, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et l'aidant lui-même, même aimant et bienveillant, passe par des sentiments contradictoires. Bien sûr, il peut avoir envie d'aider, mais il peut aussi avoir un sentiment d'injustice par rapport à cette histoire de myélome qui arrive dans l'existence. Il peut ressentir un manque de reconnaissance, il peut ressentir de l'usure, de la lassitude, Maryse l'a bien expliqué. Il peut ressentir la peur de perdre l'autre, ce qui est quand même un sentiment qui est particulièrement difficile et douloureux, surtout qu'en général, on ne le partage pas avec le malade. Il peut ressentir de la culpabilité. Donc, l'aidant, lui aussi, passe par des émotions et des sentiments très contradictoires. Maryse disait bien, ce qui peut être compliqué, c'est que la vie est rythmée par le myélome, ou quand la vie est particulièrement rythmée par le myélome, c'est-à-dire quelle est la place de la maladie dans notre vie quotidienne. Et on voit que pour ce partenariat, hein, tenir dans la durée, c'est aussi réussir à certains moments, autant que possible, de faire en sorte que ce soit pas le myélome multiple qui donne tout le temps le tempo. Hein. Ça, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est ça, cette difficulté d'avoir l'impression que le myélome multiple rythme l'existence. Alors, la difficulté de l'aidant, qui est peut-être plus particulière à l'aidant, c'est le fait de devoir se contrôler et de faire bonne figure. C'est-à-dire qu'en tant que malade, on peut beaucoup contrôler et faire bonne figure, hein, mais l'aidant, je dirais qu'il s'autorise peut-être encore moins à dire qu'il va bien, qu'il va pas bien, ou qu'il est fatigué, ou qu'il a des besoins,
puisqu'ils considèrent que c'est peut-être moins légitime que de la part du malade. Alors, il y a une chose intéressante dans ce que tu disais, Maryse. Elle disait, moi, ce que j'attends, c'est que le malade aille le mieux possible. Alors, c'est une expression intéressante parce qu'en réalité, elle a deux entrées possibles. C'est-à-dire, je souhaite que le malade aille bien et en même temps, j'attends que le malade aille bien. Et en fait, c'est intéressant parce que les patients expriment parfois le sentiment de vivre une injonction, c'est-à-dire qu'ils ont parfois l'impression d'avoir une injonction qui leur vient de l'extérieur, qui doivent aller bien, le mieux possible. Et effectivement, si vous voulez, ce qui est de l'ordre du désir, on a envie que l'autre aille bien, ça peut devenir parfois une injonction. Il faut que tu ailles bien. Et à certains moments, en fait, le malade n'est absolument pas en capacité d'être à la hauteur de cette injonction. C'est-à-dire que parfois, effectivement, il a des marges de manœuvre pour aller peut-être un peu mieux, mais parfois absolument pas. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'on attend de lui qu'il aille bien ou qu'il aille mieux, et en fait, il n'en est pas capable. Donc ça, dans le partenariat et dans l'alliance, c'est un sujet assez intéressant dans ce décalage qu'il peut y avoir entre on a envie que l'autre aille bien, mais qu'est-ce qui est de l'ordre du désir que l'autre aille bien et du besoin que l'autre aille bien. Et ça, c'est des choses qu'on peut questionner effectivement dans le travail qu'on fait avec les malades et leurs proches, afin que ce soit pas vécu par le malade, que ce soit vécu par le malade comme une bienveillance, comme le désir de l'autre qu'on aille bien, et pas vécu comme une injonction. Alors, je parlais des comportements entre guillemets possiblement problématiques pour cette alliance et le partenariat de la part des patients. Il y en a aussi chez les aidants des comportements potentiellement problématiques pour le partenariat. Alors, par exemple, on peut avoir des comportements d'infantilisation, des aidants qui infantiliseraient le malade. Alors, certains aiment être infantilisés à certains moments, ça c'est très personnel. Pour d'autres, c'est pas forcément bien vécu. On peut avoir des comportements chez les aidants d'hyperstimulation. Mais si tu vas faire ça, mais si tu peux, allez, vas-y, mais si lève-toi, allez, on va marcher, etc. Alors même que le malade n'est pas en capacité de le faire. On peut avoir aussi chez les dents un repli. C'est-à-dire, on va se replier, on va moins communiquer, exactement au même titre que le malade. On peut aussi, en tant qu'aidant, nourrir du ressentiment. Et ça finit par faire monter la pression et favoriser les conflits ou les tensions. On peut, chez les dents, ce qui peut compliquer de tenir dans le temps, ne pas penser à soi en tant qu'aidant. Elle l'a bien dit, Maryse, c'est que ne pas penser à soi, c'est mettre à un moment donné en péril le partenariat dans le temps, parce qu'on ne pourra pas gérer si on n'a pas, on peut pas gérer la course en fait si on n'a pas intégré dans notre existence des moments de répit. C'est impossible humainement en fait de tenir des années comme ça. Et puis il y a comme chez le malade parfois du découragement et l'aidant peut ne plus en avoir envie ou ne plus pouvoir faire d'efforts ou trouver de solutions. Et ça, quand on est partenaire, quand l'autre se décourage et n'a plus envie que les choses avancent et se passent bien, on a un sérieux problème. Il faut quand même que chacun ait envie de continuer à trouver des solutions et à ce que les choses se passent bien pour que ce partenariat fonctionne. Donc voilà un petit peu pour les éléments que je voulais donner peut-être sur les difficultés plus spécifiques de l'aidant dans le cadre de ce partenariat dans la durée. Merci beaucoup, Karen. Alors, il n'y a pas de questions particulières. Je remercie beaucoup Viviane qui est impliquée aussi dans l'association F3M en tant que tutrice. Merci Viviane pour tes remarques très pertinentes. Alors effectivement, bon, moi j'ai la casquette de malade, mais je vois bien comment ça se passe aussi pour les dents, puisque je suis malade depuis 2016. Donc on commence à entamer un peu, puis je suis en rechute, donc cette course de fond et puis une lassitude de chaque côté, forcément. Moi je suis lasse d'être tout le temps fatiguée, d'être souvent malade, et en même temps c'est un peu particulier parce que j'ai pas envie qu'on me prenne tout le temps pour une malade, on en parlait tout à l'heure. Et je fais des choses comme si j'étais comme tout le monde. Et c'est en ça que je discutais avec Samuel tout à l'heure, même à se mettre un petit peu en danger, par exemple en montant sur une chaise ou sur un escabeau, un truc comme ça. Mais si je tombe, en plus de mon myélome, mon aidant va être... mon mari déteste que je l'appelle aidant parce qu'il me dit que c'est bientôt l'inverse, c'est bientôt moi qui l'aide. Mais
mais voilà, je vais lui infliger à nouveau une nécessité pour lui de m'aider si jamais je me casse quelque chose, si jamais je sors que je ne suis pas couverte, que je m'enrhume, alors que je sais pertinemment que je suis fragile. Voilà, quelquefois on se met en danger sans s'en rendre compte pour être simplement comme avant, parce que nous aussi en tant que malades, on a envie d'être comme avant. Et ça fait réagir l'aidant qui dit mais non, et on se sent parfois ramener un peu en arrière. Non, t'es plus comme avant, t'es fragile et fais attention à toi parce que derrière toi, il y a tous ceux que tu entraînes, toute ta famille ou le proche si on n'est que deux. Voilà ce que je voulais dire, Karen. Comment tu analyses cette ambiguïté d'être à la... Là, il y a plusieurs aspects. D'ailleurs, on évoquait un petit peu tout à l'heure ensemble la notion de fragilité. C'est vrai qu'avoir un myélome multiple, c'est aussi être en situation de fragilité. Alors, avec des périodes où on le sent moins que d'autres, mais ça, psychologiquement, c'est pas facile à intégrer. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins dans l'acceptation de cette fragilité. Il y a des moments moins que d'autres, il y a des personnes moins que d'autres. Et je dirais que les comportements qui consistent à se comporter comme si, entre guillemets, on n'était pas malade, sont des comportements qui, à la fois, nous donnent, compensent le sentiment de fragilité, c'est-à-dire on a besoin de se rassurer de soi-même, de se convaincre soi-même que on est capable, qu'il y a des choses possibles, et psychologiquement on en a besoin. Et puis il y a aussi la nécessité, entre guillemets, d'oublier le myélome. Samuel et Maryse, dans leur position de malade et d'aidant, l'ont absolument bien dit. C'est-à-dire qu'à certains moments, c'est une nécessité de faire presque comme si ça n'existait pas. Alors évidemment, il y a certains moments, ça porte pas forcément si à conséquence que ça. Quand il s'agit d'éclater de rire ou de faire de l'humour ou voilà. Mais quand il s'agit effectivement de s'exposer à des virus ou à faire des choses potentiellement dangereuses, là, effectivement, il y a un risque et un coût que nos aidants ne sont pas forcément prêts à ce qu'on prenne. Mais par contre, il faut, en tant qu'aidant, intégrer que être capable, en tout cas, à certains moments, être dans la nécessité de vivre comme si on n'était pas malade, ça fait partie intégrante de la résilience. Si vous voulez, on n'est pas dans le déni ou dans des conduites irrationnelles. On est à certains moments dans la nécessité de vivre sans que cette maladie soit au centre de notre existence, avec des choses à se prouver, avec des sensations à expérimenter, avec de la légèreté à vivre dans son existence parce qu'on en a besoin et qu'on ne la trouve pas si souvent. Donc, c'est difficile de trouver cet équilibre parce que bien sûr que pour les aidants, ça peut être compliqué parce qu'on a envie de nous protéger. Alors, certains aidants, parce que certains aidants, d'autres aidants vont pas réagir de cette façon-là. Mais en tout cas, il y a dans le comportement des malades des choses qui peuvent venir un petit peu déstabiliser, inquiéter ou mettre en colère, etc. les aidants, et réciproquement d'ailleurs. Mais ça fait partie, ça, je pense, de la résilience et ça fait partie de ce que les aidants doivent accepter. C'est qu'à certains moments, le patient, le malade a besoin, et l'aidant aussi d'ailleurs, de vivre le plus normalement possible et parfois en faisant abstraction, peut-être parfois un peu trop, certes, du myélome multiple. Et donc, parfois, je pense que Maryse, bien que je témoigne en tant que malade, et donc Samuel aussi malade, reconnaîtront un petit peu, quand le conjoint nous demande le matin, ça va, comment tu te sens bien, à un moment donné, on est presque encouragé à mentir, hein, parce qu'on sait que à 7 heures le matin, si le conjoint nous demande comment on va et on dit non, je suis fatiguée, j'ai mal, j'ai envie de rien, voilà, on va donner déjà le tempo pour la journée, c'est-à-dire que d'emblée à 7 heures, on fait un peu peur au conjoint qui va du coup essayer de nous couver plus que ce qu'on aurait besoin et comme disait Samuel, ça entraîne parfois des tensions parce que voilà, on n'a pas forcément envie. Alors, est-ce que c'est bien de mentir? Est-ce que
Est-ce que Alors là, c'est pas Sophie. bien clair que C'est ça, aussi. on dit bah si je vais bien et puis Non, voilà. alors en fait, c'est pas la question, enfin, c'est pas la réponse, c'est plutôt la question. C'est-à-dire qu'on voyait que c'est compliqué parce qu'en tant que malade, on a besoin d'être reconnu dans notre fragilité, sinon on a l'impression que l'autre s'en fiche. Et en même temps, on veut pas être tout le temps limité à notre maladie. Donc effectivement, c'est toujours un peu subtil. Mais en tout cas, j'encourage les aidants à ne pas demander comment ça va régulièrement, c'est-à-dire faire un petit point de situation de temps en temps, ça s'entend. Par contre, ça va, tu vas bien, t'as pas mal là, t'as bien dormi, je vous assure que c'est pas du tout porteur pour le partenariat dans la durée. C'est très gentil, c'est très bienveillant, mais plutôt faites un café à l'autre gentiment, faites-lui un câlin, serrez-lui l'épaule, faites-lui un gousi-gousi sur l'oreille, mais ne lui demandez pas systématiquement le matin si ça va. Parce qu'effectivement, soit effectivement il répond, et si ça va pas, bah, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, ni envie de dire d'ailleurs. Soit il va pas bien et il vous dit pas qu'il va pas bien, il dit oui, oui, ça va. Et évidemment, pour l'alliance et le partenariat, c'est pas génial de pas se dire exactement ce qu'on est en train de ressentir. Donc là, c'est plutôt un petit conseil pour tenir dans la durée. Faites un petit geste, montrez que vous êtes là, faites un petit câlin, il y a un geste voilà, positif en début de journée, mais évitez peut-être le ça va, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le plus porteur. Merci beaucoup, Karen. Maryse, est-ce que tu veux encore apporter un, un petit complément à ton témoignage? Bah, disons, je vais pas rajouter de compléments, mais d'après ce que vient de dire Karen, je vais peut-être rebondir justement sur le fait, sur deux choses. Alors, la première, c'est que c'est vrai que en tant qu'aidant, on a notre désir de voir le malade aller mieux. Mais c'est vrai que je fais en sorte de ne pas le faire comprendre ou de ne pas justement apporter trop de pression et alors tu vas mieux, non, non, ça. Mais c'est vrai que c'est au fond de nous-mêmes, c'est plus fort que nous, quoi. C'est viscéral. Oui, non, mais Pour c'est l'être aimé, totalement, on a envie bien qu'il sûr, c'est souffre totalement pas. humain, Maryse, hein. Là, C'est là-dessus, il ne humain. s'agit pas de Je juger pourrais pas me refaire. Oui, des Mais personnes. Mais si vous voulez, non, là, vraiment, je crois qu'on fait ce qu'on peut. oui. Maryse, tu l'as très bien dit, on fait ce qu'on peut. Alors, il y avait cette partie, si tu es d'accord, Sophie, sur plutôt peut-être des pistes et des conseils, puisqu'on a commencé à dire peut-être on peut éviter le comment ça va, est-ce que tu as moins mal, est-ce que tu as bien Mm, dormi, est-ce que tu te sens mm. bien, est-ce que tu as la forme, est-ce que tu n'es pas trop fatigué. Donc, on a commencé un peu sur des choses, on a commencé le matin à 7 heures, donc on peut continuer à dérouler un peu notre journée. Donc, alors, sur les choses que je peux vous apporter, et notamment par rapport au vécu et aux expériences des patients et des aidants que j'accompagne. Alors, d'abord, comme on le disait, aborder ce myélome comme une longue course. Et donc, ça veut dire l'intégrer, ce myélome, dans notre quotidien et pas considérer que c'est une parenthèse. Parce qu'il y a des accidents de la vie, ce sont des parenthèses. C'est-à-dire, on sait que voilà, il y a eu un problème, on va être opéré, il va y avoir des suites opératoires, de la rééducation, on ne va pas pouvoir bosser, puis à un moment donné, ça va revenir plus ou moins à la normale. Là, en fait, on ne peut pas raisonner comme ça. On ne peut pas dire que notre vie, elle est entre parenthèses, parce qu'on ne va quand même pas mettre notre vie entre parenthèses pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, ou indéfiniment, si jamais on a encore des innovations thérapeutiques, ce que j'espère, qui améliorent la situation. Donc, en fait, notre seule option, pour tenir dans la durée, c'est de mieux vivre avec, c'est-à-dire de l'intégrer, voilà, de l'intégrer à notre vie quotidienne, comme un certain nombre de choses qu'on continue à intégrer, notre famille, nos activités, nos enfants, voilà. Donc l'intégrer, mais pas considérer que c'est une parenthèse dans notre vie. Pour tenir dans la durée ce partenariat avec les proches, il y a un équilibre à trouver probablement entre les moments ensemble et les moments personnels. C'est-à-dire que le myélome multiple a tendance à nous enfermer un peu dans une bulle avec l'autre, surtout les dents principales. Et en fait, je pense que pour qu'on tienne dans la durée, il faut qu'il y ait des moments effectivement dans cette bulle et des moments qui restent des moments individuels. C'est pas forcément facile à faire parce que quand on est aidant, on n'a pas envie forcément de s'éloigner. Quand on est malade, on n'a pas forcément envie d'avoir une vie sociale. Mais c'est important de trouver, en tout cas de rechercher cet équilibre.
Alors, essayez, là, je rebondis sur ce que disait Samuel. Je pense que c'est important d'essayer de cultiver une communication calme, indulgente, non violente. Alors, évidemment, tout ça, c'est très théorique. Hein. Voilà, justement, parce qu'on est des êtres humains, c'est pas toujours très calme et non violent. Mais en tout cas, c'est très important de tendre vers cette communication. Pourquoi? Parce que le myélome multiple va fragiliser, je dirais que de manière générale, moi, je préfère que les gens aient une communication non violente. Hein, mais dans le cas du myélome multiple, en fait, chacun individuellement, mais aussi le lien, sont fragilisés. On est plus sensible, on est plus vulnérable. Et en fait, les climats de conflit et de tension vont être encore plus mal vécus et on va encore plus avoir de conséquences délétères que si on était tous en forme et bien portants. Donc là, je dirais que encore plus quand on est dans une situation de maladie, il faut essayer de cultiver une communication calme et indulgente, quitte à avoir des stratégies d'évitement. Samuel, c'est une très bonne stratégie que de ne pas répondre ou d'aller faire un tour ou de s'occuper à autre chose. À certains moments, c'est à peu près tout ce qu'on a de nos dispositions, mais c'est vrai que tout ce qui sera violent, qui sera dur, sera plus cruellement ressenti et par le malade et par l'aidant dans un contexte de maladie grave ou dans un contexte d'épreuve de vie de façon générale. Donc, il faut vraiment essayer de pacifier, même si on se dit des choses qui ne sont pas forcément faciles, de pacifier la communication. Alors, qu'est-ce que peut faire le patient pour essayer d'améliorer ce partenariat dans la durée? Déjà, continuer à essayer de s'orienter vers des solutions, vers des choses constructives. C'est-à-dire essayer de toujours, même s'il y a des choses difficiles, s'il y a des constats, s'il y a des choses qu'on exprime qui sont lourdes, ne pas perdre de vue qu'on ne doit pas s'arrêter là, qu'on doit toujours essayer de se dire, des fois on en a, des fois on n'en a pas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres outils? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un conseil? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des choses en place? Garder cette dynamique d'améliorer et pas se décourager. À certains moments, on se décourage et je pense qu'en se décourageant, on pèse énormément en fait sur cette alliance et sur ce partenariat, pas seulement sur soi-même. La question, par exemple, de la plainte, se plaindre qu'on a mal, qu'on est fatigué, qu'on a peur, etc. Alors, c'est totalement humain et c'est sain de s'exprimer. Mais faites attention, parce que si le mode de communication du patient vers l'aidant, c'est principalement de la plainte ou qu'elle est trop récurrente, le sentiment d'usure va venir beaucoup plus rapidement. Pour la raison simple, c'est que, en fait, votre aidant est impuissant. Il l'a bien dit, Samuel. Et en fait, en tant qu'aidant, être confronté à la plainte, à la souffrance exprimée du malade sans pouvoir réagir, ça va renforcer un sentiment d'usure. Ça va rendre la relation encore plus problématique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exprimer ses difficultés à son aidant, mais je vous encourage à plutôt exprimer vos plaintes et vos difficultés aux autres malades, aux associations, aux psychologues, à votre voisine, à votre copine, je ne sais pas, enfin bon, à votre voisin et à votre copain. Mais effectivement, sans limiter, enfin, sans tout ignorer de ce qu'on ressent et sans mentir constamment, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire attention à ce que la plainte ne pèse pas trop en fait au quotidien, aussi bien pour vous que pour l'autre. Donc ça fait partie, je dirais, des vigilances qu'on doit certainement avoir. Alors, j'allais dire ne pas faire de l'aidant un infirmier ou un psychologue, mais j'allais dire à l'aidant ne pas devenir un infirmier, un aide-soignant ou un psychologue du patient, parce qu'évidemment c'est tentant et que de toute façon comme on est là, il y a des glissements qui se font naturellement, mais là il faut qu'on soit tous vigilants pour que ce partenariat reste quelque chose d'équilibré et que ça ne devienne pas quelque chose qui n'aurait pas tout à fait de sens et qui deviendrait problématique. Très important, se faire aider, hein, Samuel l'a fait, Maryse l'a évoqué, se faire aider par des professionnels, alors que ce soit l'aide à domicile, le taxi, déléguer ce qu'on peut déléguer, se faire aider par un psychologue individuellement, en couple, en famille, c'est-à-dire soulager des choses dont on peut être soulagé pour garder du temps et de l'énergie pour les choses profitables, mais aussi se faire aider quand on rencontre des difficultés. Ça, c'est une démarche constructive. Mettre des choses en place, des activités, une vie sociale. Ils l'ont bien décrit, que ce soit Maryse ou Samuel, très important de cultiver autre chose que ce qui regarde le myélome multiple. Et pour les dents, je dirais que ce qui est important, c'est d'accepter ses émotions, même les négatives, hein, pour que ce partenariat se passe bien. Parfois d'écouter le malade sans chercher de réponse ou de solution,
Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que parfois le malade s'exprime sur des difficultés et vous, en tant qu'aidant, vous dites, vous devez apporter une réponse ou une solution. Mais il y a des fois, il n'y en a pas. Donc, en fait, en tant qu'aidant, si vous ne voulez pas rentrer dans des choses extrêmement compliquées, parfois juste être là, écouter, avoir un petit geste et rien de plus, pas essayer de convaincre, pas essayer d'argumenter, pas essayer de rassurer, pas essayer de trouver des solutions. Parfois, juste de manière très calme, économique, hein, vous êtes là, d'ailleurs Samuel l'a bien dit, vous êtes présent, vous êtes compatissant et c'est tout. Ne cherchez pas parce que vous allez déployer de l'énergie inutilement, vous frustrez, vous contrariez et le malade en plus va peut-être pas bien réagir. Parce qu'un malade qui dit oh, je suis inquiet quand même, etc., et que vous lui ameniez tous les arguments, mais non, tu vois, c'est super, tout va bien, mais tu vois, les résultats, c'est bien, mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, à un moment donné, c'est pas du tout ce que le malade a envie d'entendre, en fait. Hein. Parfois, le malade, il a juste envie d'exprimer son ressenti, et finalement, ce que vous dites, ça peut tomber totalement à côté. Donc, ne cherchez pas forcément à répondre à tout et à trouver des solutions à tout. Ne pas prendre pour personnel un certain nombre de comportements du malade quand on est aidant. C'est difficile parce qu'on est là, donc évidemment c'est difficile, mais parfois c'est le malade qui se sent pas bien, qui est angoissé, qui est dépassé par les événements, qui est épuisé, et quand vous êtes là, c'est vous qui prenez, mais ça n'a rien de personnel. Hein. Parfois c'est personnel, hein. Je dis pas que c'est pas parfois personnel, mais parfois ça n'a rien de personnel. Dans la part de l'aidant, de se rappeler, de continuer à se rappeler qu'il y a cette fragilité, de rester conscient de la fragilité physique et psychique du malade. Ça ne veut pas dire lui renvoyer constamment, ça veut dire le garder à l'esprit. Parce que parfois, effectivement, on aurait tendance, si le malade ne se plaint pas, à surestimer ses capacités. On a parlé du savage, je l'avais mis dans mon petit papier un peu sur le mode de l'humour, mais effectivement, vous aurez compris que ce n'est pas forcément l'entrée en matière la plus adaptée. Et puis du temps pour soi, hein, Maryse l'a dit, l'aidant pour favoriser ce partenariat doit aussi prévoir du temps de respiration et du temps pour se consacrer à autre chose qu'au myélome multiple et à l'accompagnement et à la relation d'aide. Voilà ce que je voulais éventuellement vous donner comme petite piste ou comme outil rapidement par rapport à ce partenariat et à cette alliance entre le patient et son aidant ou ses proches. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces deux témoignages, comme tu disais, Karen, plein d'humanité. Alors, chacun de son côté, mais on voit bien quand même qu'il y a des choses qui se rejoignent. Merci beaucoup, Karen, de ces éclairages, parce que toutes ces petites pistes qu'on peut mettre effectivement en œuvre, qu'on soit malade, aidant, au quotidien, bah, ça peut aider quand même à améliorer les relations, simplement. Hein. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine webconférence sur l'immunothérapie et les traitements innovants qui aura lieu le 16 janvier avec 3 médecins de l'IFM que vous avez l'habitude de voir. Ça vous sera confirmé par un envoi donc de newsletter, comme d'habitude, pour vous donner rendez-vous. Donc à cette date, 16 janvier. Je remercie tous les intervenants, bien sûr Samuel que je ne vois plus, mais que j'espère, franchement, il va se rétablir très vite. Et puis, merci encore à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Et merci à toi et merci à Karen aussi. Au revoir à tous. Au revoir à tous.